Bon alors avant que le diaporama se lance, donc quelques mots sur la fondation Prince Albert de Monaco, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'est une fondation pour l'environnement qui supporte essentiellement financièrement beaucoup de projets, mais aussi qui emmène certains. Donc dans ces activités, il y a le changement climatique. Et comme zone géographique prioritaire, on a les pôles évidemment qui sont affectés par le changement climatique, des pays les moins avancés aussi qui ont un stress très important et qui vont être les premiers impactés. Et enfin la Méditerranée. Voilà, donc ça je fais une présentation de la fondation très rapide. On a été aussi, on travaille beaucoup au niveau aussi politique, puisque comme vous savez, le président de la Fondation Prince Albert II, c'est le Prince Albert II, donc c'est un chef d'État. Et à ce titre-là, il peut parler à ses pairs, et donc dès 2015, nous avons souhaité mettre l'océan, qui était un peu le grand oublié de l'agenda climatique, de le mettre dans l'actualité. Et donc, nous avions eu l'idée de proposer au GIEC de faire un rapport spécial sur les océans. Donc ça, je parle, c'était déjà 2015. Et puis ça, bon, petit à petit, ça a avancé. Et donc, ça a été accepté. Et finalement, on a pu même accueillir donc, le rapport du GIEC, comme vous savez, qui a été dévoilé à Monaco il y a de cela une quinzaine de jours. Voilà. Donc, je vais vous présenter, voilà, rien que le titre, ça fait peur, il y a le risque, il y a le phénomène extrême, etc. Donc, dans un premier temps, ça va être peut-être un peu long, mais on va parler du vocabulaire. Hein. Qu'est-ce qu'on entend derrière les risques, qu'est-ce que c'est le phénomène météorologique extrême. Et voilà, donc on va prendre un petit peu de temps là-dessus, et chaque fois on va le placer par rapport à l'homme. Hein. Donc ça va être moins technique que la présentation. Par contre, il y aura plein de visuels. donc il faut appuyer. Je voulais quelqu'un Vous pouvez l'assistante. Voilà. Donc quand on parle de risque, et puis ça je connais un peu, puisque comme dans ma vie précédente j'étais sismologue, donc c'est toujours l'ALEA. L'ALEA, c'est ce qu'on connaît, c'est donc les épisodes orageux, ça peut être les avalanches, ça peut être les crues, ça peut être les cyclones, etc. Donc ça on les connaît, on sait que ça peut arriver. On est sur voilà, c'est quelque chose qui est connu, et on sait qu'actuellement l'ALEA il est modifié par justement le changement climatique, puisqu'on sait que tous ces événements ils vont avoir leur intensité, leur fréquence qui va augmenter. Ensuite, la vulnérabilité, c'est la population, hein, dans les constructions, c'est donc l'homme, comment il va réagir par rapport à ce cas naturel. Évidemment, le risque, ça va être tout simplement, face à l'occurrence de ces événements, quel risque décide-t-on de prendre. Et donc alors voilà, l'équation est très simple, puisque voilà, si l'ALEA augmente, ce qui est le cas, la vulnérabilité, par exemple, tout ce qui est quand on construit dans les lits de rivière ou en bord de mer, tout ce qui est notre cas ici dans la région, forcément si elle augmente, la vulnérabilité, si on ne s'adapte pas, eh bien le risque va augmenter. Et donc ça c'est un vrai problème, donc, surtout dans ces moments d'augmentation de température, c'est que est-ce qu'on est à la capacité de s'adapter pour limiter cette augmentation de l'ALEA. Et in fine, on peut se dire, si on ne s'adapte pas, est-ce que finalement le risque, ça ne sera pas in fine l'homme qui sera affecté, qui pourra disparaître. Alors là maintenant on va aller à un niveau beaucoup plus, on va se projeter au niveau de la création de la Terre. Donc vous voyez 4,5 milliards d'années, c'était le niveau de la Terre jusqu'à aujourd'hui ici. Donc comme vous voyez, il y a eu des tas d'espèces qui sont apparues, elles ont disparu, il y en a qui ont duré plus longtemps que d'autres, il y en a qui sont encore là, qui ont plusieurs dizaines de millions d'années, comme les tortues, les requins, les cafards, bon bref, des gentils bêtes. Et souvent,
c'est important de se voir quelle place on a dans cette histoire de la Terre. Et on donne souvent l'exemple que si au début de la Terre, c'est le 1er janvier à 0h, et qu'aujourd'hui nous sommes le 31 décembre à 23h59, bon, il faut savoir que Lucie, par exemple, qui a 3 millions d'années, elle est apparue assez tardivement, puisqu'elle est apparue le 31 décembre à 18h. Donc il s'en est passé des choses avant. Et donc on n'a pas de recul, on ne sait pas ce qui... Enfin, on n'a pas de recul. On sait qu'il y a eu des modifications du climat, on sait qu'il y a eu des espèces qui sont apparues et disparues, on n'a pas toujours d'explication. Mais il faut se poser vraiment une question maintenant sur... Merci. Sur finalement, quelle est l'espèce la plus menacée? Est-ce que nous, espèce humaine, douée d'intelligence, d'esprit et tout ça, on va être moins menacé que l'ours polaire? Alors, l'ours polaire, c'est l'emblème du réchauffement climatique. On a tous vu ces photos où l'ours il est sur son petit bout de glace et on se dit il va se noyer le pauvre. Donc l'ours il va nous accompagner dans cette présentation, on va le retrouver un peu plus tard. Donc ça, je pense que vous êtes tous au courant, on va passer très vite là-dessus, hein, la différence entre le climat et la météorologie. Hein. Le climat à moyen long terme, la météorologie, c'est un journal de 20 heures, la météo, donc on sait qu'on prévoit à peu près à une semaine, mais surtout très précisément à 2-3 jours. Et la météorologie, c'est voilà, tout ce qu'on connaît, les vents, les inondations, les orages, les fortes chaleurs, tempêtes, ouragans typhons, donc ça, ouragans typhons, les cyclones, c'est la même chose, hein, c'est juste, hein, ça dépend des régions dans lesquelles on en parle. On parle notamment d'un typhon, aujourd'hui, vous avez vu le Agibis au Japon, qui va nous faire louper le match de rugby ensemble de terre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez commun, mais dont, là encore, commun, mais l'intensité et la fréquence changent. C'est le résultat du rapport du GIEC. J'en profite pour vous dire qu'ici, s'il y a des questions très techniques, vous pouvez les poser, parce qu'il y a une experte du GIEC dans la salle. Donc on passe. Reste caché. Donc là, c'est très régional, on va dire. Ici, finalement, quels sont les plus grands risques météorologiques, hein, puisque c'est le thème de cette présentation. Donc c'est des précipitations intenses, hein, on a tous connu des épisodes orageux, quelquefois catastrophiques, avec comme facteurs aggravants, j'en ai mis deux, mais bon, enfin, surtout un, imperméabilisation des sols, et évidemment, chaque fois que je mets le changement climatique, c'est un facteur aggravant, puisque l'intensité, la fréquence augmente. Et les solutions, ben, voilà, il y en a, les routes perméables, les bassins de rétention, on va voir ça plus en détail juste après, s'il vous plaît. Alors les précipitations intenses, c'est évidemment on connaît ici à peu près en moyenne, annuellement on est à 650 millilitres par an, et on sait qu'on a eu très récemment, on va le voir, des cumuls de 100 mm en 24 heures, et voire des fois 100 mm en 1 heure. Donc on imagine ces grandes quantités d'eau lorsqu'elles arrivent sur nos territoires, les dégâts que cela peut faire. Alors on peut même aller jusqu'à 500 mm en 24 heures, mais là, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ces données-là, heureusement. Alors là, on va passer très rapidement, mais vous voyez, là, c'est sur 2 jours, on arrive à avoir quand même donc, le tiers de la précipitation annuelle dans l'arrière-pays, Saint-Martin-des-Idylles, Piracas, Brest-Royac-au-Sol, plus de 200 mm sur 2 journées. Chaque fois, souvent, c'est après un été sec et un automne sec, c'est souvent les pluies qui arrivent et qui font des dégâts puisqu'elles sont sur un sol sec. Mais ça, je vous apprendrai, je pense. Donc on va passer à celui d'après. Voilà, on est toujours un peu dans les mêmes eaux, si je peux me permettre. Donc aussi avec des valeurs assez importantes. Donc ça, c'est les données, enfin, j'ai pris sur Météo France, hein, donc c'est les dernières précipitations importantes. Donc 14 octobre 2016, là aussi on est toujours un peu dans la pays. Et à chaque fois aussi, assez souvent quand on a ça va avec les épisodes, les coups de mer comme on dit, en bord de mer, puisque bon, c'est des fortes dépressions, donc des pluies intenses. Et en même temps, comme il y a des basses pressions, la mer monte, il y a du vent, et tout ça, c'est très relié, là c'est le cas, c'est pour ça que j'ai laissé la vitesse du vent dans la région. Voilà. Donc là, c'est plus intéressant puisqu'on voit qu'il y a des... C'est ça qui est le plus dangereux dans notre région, c'est quand il y a
hauteurs d'eau qui sont importantes dans un minimum de temps. Hein. Donc la Terre ne l'absorbe pas, et nos réseaux urbains, ben, ils ne savent pas faire non plus, donc ça déborde dans tous les sens, et c'est là qu'on a des problèmes. S'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est, on se souvient tous du 3 octobre 2015, puisqu'il y avait une vingtaine de morts dans la région. Donc vous voyez les précipitations, hein, en 1 heure, 107 mm. C'est énorme et on n'a pas la capacité de gérer ça. Donc là, on revient à l'aléa, à la vulnérabilité. Ben voilà, on sait qu'on est vulnérable et si jamais les intensités augmentent, ben, ça sera toujours de plus en plus terrible. Donc soit on s'adapte et on essaie de travailler sur nos infrastructures pour justement pouvoir accueillir ces événements qui restent exceptionnels, mais pas tant que ça. Bon, ça c'est les images à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est dramatique, et puis on se souvient tous du stade de Nice où il y avait de véritables cataractes qui tombaient, le match avait dû être arrêté. Voilà, c'était cette fameuse journée d'octobre 2015. Alors ça c'est à Monaco, je ne sais pas si vous en connaissez certains, hein, mais ça vient de Fontenay, c'est pas le Colorado, on pourrait y croire, mais... Et donc, vous voyez, et pourtant la précipitation a été que de 21 mm en 30 minutes, et bien voilà ce que ça fait. Donc, c'est... Voilà, là, que faire? Alors, on imagine si on a 100 mm en 1 heure. Alors là, c'est... Mais, ceci dit, bon, je sais pas, parce que je suis de Monaco, je dis qu'on fait bien les choses à Monaco, on a pris des résolutions, et on a fait l'image suivante. On a construit, alors là, on voit pas bien, mais vous voyez, il y a une personne là, là c'est moi d'ailleurs. On a construit un bassin de rétention, justement, à l'entrée de la principauté. Là, vous voyez un petit tractopelle, là c'était pendant la construction, c'est le bassin de rétention de Gutenberg. Et donc ça permet, justement, quand il y a ces précipitations très intenses, très courtes, d'absorber le premier flux. Alors c'est bon pour, justement, éviter l'image qu'on a vue tout à l'heure, et c'est bon aussi pour la pollution, parce que le premier flux, c'est le flux le plus polluant. Et une fois que l'épisode orageux est passé, à ce moment-là, cette eau, on peut l'emmener dans la station de traitement, la traiter. Donc, et donc, au lieu d'emmener cette pollution dans l'eau de mer, ça passe par la station d'épuration. Alors, les coups de mer, bon, ben, là encore, Factorion, on n'a pas trouvé évidemment plus gros changement climatique, c'est les constructions de bord de mer. Les solutions, ben, voilà, ça peut être la construction de digues, ça peut être la protection des établissements de bord de mer aussi. Alors, on va en faire quelques exemples aussi. Pour vous dire que c'est pas nouveau quand même, sur cette vieille photo, que vous connaissez peut-être, mais on voit déjà que ben, voilà, il y a des vagues, il y en a toujours eu, sauf que peut-être il va y en avoir de plus en plus souvent. Voilà, photo d'après, ça c'est plus récent, donc ça c'est la travail d'anglais. Alors ça c'est Fontvieille, vous voyez, la plage marquée pour ceux qui connaissent, il y a certains Monaco ici. Donc ça fait de belles vagues, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le Larmoto, c'est la plage de Monaco. Vous avez cette digue avec ses drapeaux, et ça montre l'importance de la force de ces vagues et de l'importance qu'elles peuvent avoir, même en Méditerranée. Bon, voilà, après, ces photos, on les connaît. Ça, c'est un article de journal, car on voit pas la tempête à Monaco. Alors que ça, c'était assez récent, hein, donc des bateaux qui ont coulé du côté de Menton. Et puis à Monaco, la plage, le Sartre plage qui était là, qui s'est retrouvé du mauvais côté, du côté de la promenade. Voilà. Donc ça c'était le local. Ensuite, bon évidemment, vous avez tout ce qui est ouragan, cyclone et typhon donc. Et là aussi on connaît bien, ils sont de plus en plus, c'est ce que j'explique chaque fois, hein, c'est le problème de réchauffement climatique, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, mais il y a plus d'énergie, enfin la mer se réchauffe, il y a plus d'énergie, donc bon, ce genre de phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Alors, on vient à notre... Nous, à la Fondation, on n'est pas des experts, alors on écoute ce que disent les experts, donc ils étaient tous là à Monaco il y a une quinzaine de jours. Donc, sur l'océan et la cryosphère, donc... voilà, c'était approuvé le 24 septembre 2019 à Monaco par 195 gouvernements membres. Et donc je vais vous donner, là, c'est quelques extraits de ce rapport que nous allons voir. Alors, voilà, là c'était la séance de lancement au Gamin du Forum.
Bon, ça c'est un petit... voilà, je sais que le temps passe, mais voilà, le rapport du GIEC, c'est combien de pages? C'est plus de 1000 pages, voilà. Donc on ne va pas le faire, on n'a pas le temps. Ça c'était pendant le rendu, hein, pendant la conférence de presse, où vous voyez qu'il y avait toutes... voilà, ça intéresse beaucoup de gens, il y a un vrai intérêt, hein, c'est bien. Et ensuite, voilà, donc il y a une présentation du chef de... Enfin, bon, une assemblée d'experts là, qui montrent que, voilà, ils ont, je ne vais pas vous faire la traduction, enfin ça prend la chaleur et voilà les conséquences. Vous voyez, ils ne mettent pas les formes, hein, c'est une vérité. Donc il y a urgence parce que déjà, même si on s'arrête aujourd'hui nos émissions, disons la chaleur qui a été engrangée et tout ce que la nature a pu essayer d'absorber, ça va continuer sur plusieurs années. Alors je vous présente les deux protagonistes principaux, l'océan et la cryosphère. Donc là aussi, hein, je pense que vous êtes tous plus ou moins experts ici. Donc 71% de la surface de la Terre et 97% de la planète. Donc on se doute bien que, évidemment, c'est pour ça que j'aime bien l'océan, la pompe climatique, c'est que le climat dépend directement de cette quantité d'eau. Et ensuite la cryosphère, bon, c'est quand même 10% de la superficie de la Terre. Donc c'est aussi bien ce qu'on a vu au pôle que les glaciers. Et c'est surtout 69% de l'eau douce de la Terre, et ça a son importance. Alors, d'abord, on va parler des bienfaits de l'océan. Donc, l'océan, il absorbe 25% de CO2 émis par l'homme. On sait à quel point nos émissions de gaz à effet de serre, on a du mal à les contrôler, hein, même si on a parlé de la COP21 tout à l'heure. Mais voilà, on sait jusqu'où il faut aller, on sait nos objectifs. Maintenant, est-ce qu'on met des moyens pour y arriver? C'est notre question. Pour l'instant, on n'est pas bien parti, mais on ne sait pas. Et ensuite, juste en arrière, 90% de la chaleur est aussi absorbée par l'océan. Ouais. Alors, cryosphère, les bienfaits, on peut dire, vous en avez parlé, le fameux albédo, hein, donc la glace, la banquise qui réfléchit la lumière. S'il n'y a plus de banquise, le soleil il chauffe la masse d'eau et donc forcément ça a une influence importante. Et le permafrost qui aujourd'hui renferme du CO2 et du méthane comprimé et qui est là. Bon, là c'est une vraie question qui n'a pas été trop tranchée puisque au départ on se dit même si le permafrost fond, ça va aider, ça va booster la végétation, mais on sait que ça sera d'une manière très courte et qu'après de toute manière le CO2 et le méthane vont être émis dans l'atmosphère, ce qui n'a pas arrangé nos choses. Et surtout, l'océan et la cryosphère, ils fournissent des services. Hein, donc ces services, on a déjà vu, donc c'est l'absorption du CO2 et de la chaleur, mais surtout c'est la production alimentaire, c'est la fourniture d'eau douce, ce qui n'est pas rien, hein, manger, boire. Et c'est tout ce qui est la santé, même les biens culturels, tourisme. Donc tout ça a un impact sur notre société. Est-ce que je peux poser une petite question par où oui. Il faut attendre. Parce que c'est justement une question que je me posais avec permafrost, là on en a parlé. Est-ce que c'est parce qu'on parlait justement de tramipulage de Groenland, parce que peut-être qu'il va s'apercevoir qu'il va aller chercher moins loin. Est-ce qu'on craint l'effet du dégagement du méthane ou on veut pouvoir récupérer les gaz? Non, je sais pas, je pose la question, est-ce qu'il y a un intérêt économique? Je pense qu'il y a plus de crainte qu'un intérêt. Je ne pense pas que Trump... Non, mais je vois, on en parlait, je sais plus, c'est vous, parce que pourquoi d'un seul coup on a intérêt sur Trump pour la Groenland? Est-ce qu'il y a un intérêt économique ou pas? Autre chose. Non, mais je pose la question parce que je ne sais pas... En fait, quand il y a la glace qui va fondre, comme je disais, il y a beaucoup de ressources naturelles et de minerais qui se trouvent dans le sous-sol, donc ça sera plus facile d'aller les chercher. Oui. Les Russes sont déjà dessus, hein, de toute façon, ils ont déjà équipé les bateaux pour aller explorer les régions au-dessus de la Sibérie. Donc, que Trump s'intéresse au Groenland, c'est pas étonnant du tout, à cause de ces richesses. Et alors, c'est très risqué, parce que s'il se met, lui ou quelqu'un d'autre, hein, s'il décide d'aller explorer pour ressortir l'énergie fossile, gaz, pétrole, qui sont au fond de l'eau, ça va encore renforcer le réchauffement climatique. C'est comme d'un point de vue économique, avec la fonte des glaces, le transport maritime sera facilité.
On voit déjà des bateaux de croisière qui passent, la route nord-est est ouverte. Il y a un bateau qui est allé jusqu'à New York avec voilà, plein de touristes à son bord, Crystal, je ne sais plus le nom exact. Et donc ça, d'un côté, économiquement, ça peut sembler bien. D'un autre côté, ça pollue, ces bateaux-là, pas uniquement l'atmosphère, hein, mais même dans l'eau, ce qu'ils rejettent. Et d'un autre côté, ça aussi, au niveau de la culture indigène sur place, avoir des touristes qui débarquent comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de garder leur culture, ils vont faire des objets touristiques pour vendre aux touristes. Vous voyez? Ah oui, c'est des effets directs. C'est les mauvais effets. Mais pour répondre précisément à votre question, en fait, c'est ce que Nathalie, hein, oui. C'est pas de récupérer le méthane qui pouvait être dans le permafrost, c'est tout ce qui est les ressources fossiles, etc., qui intéresse Trump. D'accord, ok, oui, mais ce que j'essaie de comprendre, parce que justement, je ne sais pas les... Parce que si ce méthane est libéré, ça va avoir un impact Oui, énorme. ça j'ai compris, mais je crois que ça se me disait... Oui, non, il ne pourra pas le récupérer comme ça. Par contre, ce qu'il y a dans le sous-sol, oui. D'accord, ok. Je voulais juste comprendre sur ma culture, un ignorant plutôt. C'est ok. Merci. Bon, ça c'est pour dire qu'évidemment, il y a une grande partie de la population mondiale qui est près des côtes ou qui dépendent, qui sont dans les régions de haute montagne. Donc, alors, le réchauffement planétaire est en cours, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, ces communautés humaines qui sont soit en bord de mer, soit en montagne, elles sont particulièrement exposées, d'autant plus que, et là c'est cette phrase-là que je vais extraire, les réactions de glissement des créatures aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques passées et actuelles ne peuvent être évitées pendant la décennie et les siècles à venir. Donc même si aujourd'hui on arrête nos émissions, de toute manière, il y a une dynamique et voilà, il va falloir s'adapter encore. Le maître mot, c'est toujours l'adaptation. Alors, ça c'est maintenant on a vu les bienfaits, on va voir les impacts sur les populations. Hein, donc, au niveau de la cryosphère, évidemment, c'est l'approvisionnement d'eau douce. Là, il y a des millions de gens qui dépendent des glaciers qui a une altitude. Ils dépendent aussi, alors, on sait, d'énergie hydroélectrique, hein, parce que bon, si vous avez plus de glaciers, vous avez plus d'importantes rivières et vous ne pouvez pas faire de l'énergie propre. Et tout ce qui est sécurité alimentaire, tourisme, etc. Tout ce qui dépend, hein, c'est énorme en fait. Voilà, c'est une modification forte. Et donc ça aura un véritable impact et assez rapide, puisqu'on sait que tous ces glaciers vont fondre très très rapidement. Tellement rapidement que nous, à la Fondation, on soutient un projet sur le patrimoine micro-glaciaire. C'est-à-dire, on va dans tous ces glaciers de zone tempérée, on va dire. Hein. On a commencé par le Mont Blanc, on a fait 3 carottages, on a, beaucoup plus, enfin, en gros, on va dire, pour schématiser 3 carottages, on est allé dans les Andes, on a fait 3 carottages. Là, cet été, ça va plus se faire, mais on est au Kilimanjaro. Et donc, l'idée, c'est que sur ces 3 carottes, il y en a 2 qu'on va mettre en Antarctique. Pourquoi en Antarctique? Parce que, bon, ben, voilà, là, il y a une épaisseur de glace importante, on sait que ça va être bien conservé, c'est un territoire pour la science qui va normalement, qui est relativement stable, on va dire, on espère. Et donc, on se dit surtout que peut-être dans 200 ans, on aura d'autres techniques et qu'on va pouvoir avoir des informations de ces carottes de glace. Alors qu'aujourd'hui, on les a pas, ces techniques. Mais si on attend 200 ans, il n'y aura plus de glaciers. D'où l'importance de garder ces carottes glaciaires, le patrimoine de glace. Voilà. S'il vous plaît. Donc, les océans, n'en parlons pas, hein, puisque, bon, vous savez, notamment avec les coraux qui sont affectés par de l'océan, c'est tout pour la nourriture, pour la santé, pour la culture, bien entendu, etc. etc. Donc, ça sera aussi impacté très fortement. Alors, voilà, là, on va faire un petit, vous ne l'avez pas abordé, mais on va pouvoir l'aborder plus en détail. Un des problèmes majeurs, ça va être l'élévation du niveau de la mer, puisque on a vu à quel point ça peut, on a parlé d'aéroport, enfin, il y a tellement de choses qui sont au bord de mer, y compris par exemple les centrales nucléaires, tout ça, on s'en dit. Voilà, hein, il y a énormément de choses qui en dépendent, donc c'est un vrai souci. Et puis surtout, on en a parlé, le problème des populations, ils sont au bord de mer, ils sont regardés plus en détail, mais ça va être un vrai enjeu.
Excusez-moi, c'est tellement, j'ai l'impression que c'est automatique, c'est un outil que vous faites très bien. Donc, ouais, alors juste, j'ai pris ça pour vous dire que, bah, évidemment, les océans, ils ont varié au cours de, pendant toute depuis dans les temps anciens, on va dire, puisqu'on on était à plus de 250 mètres. Bon, ça, il y a des tas, alors là, évidemment, c'était pas les gaz à effet de serre, mais ça, c'est tout ce qui est aussi Milankovitch, etc., etc. Ça fait des choses, la dame aurait pu vous en parler, je pense, facilement. Et donc, voilà, donc, mais là, ça n'a pas dû le perturber plus que ça, c'est bébête, puisque, ben, forcément, si l'eau monte, ben, elle monte, voilà, c'est pas très gênant. Donc, ensuite, bon, on voit qu'au cours du quaternaire, ben, on retrouve notre Lucie ici. Bon, globalement, donc, le niveau était bon, plus ou moins stable, il faudra ça un petit peu baisser, puis évidemment, aujourd'hui, voilà, on monte de manière très forte. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on va aller juste au slide après, où là, donc là, c'est un extrait du rapport du GIEC, qui est tout frais. Donc, vous voyez les différentes projections. La meilleure, c'est si on arrête les émissions très rapidement, c'est 43 cm. La médiane, c'est 84 cm, et au-dessus, c'est 110 cm. Alors, c'est pas simple d'après ce que j'ai compris, parce que finalement, ça dépendra de l'inondis antarctique, en fait. Si jamais il se met à fondre, c'est des énormes quantités d'eau, et si jamais ils font beaucoup, à ce moment-là, ça va, tout ça risque de compliquer les choses et d'augmenter le niveau de la mer. Donc évidemment, ça va avoir des impacts d'abord sur les grandes villes, des mégacités qui sont en bord de mer. On va avoir une après sur les îles, les atolls. Bon, on en a beaucoup parlé, je ferai un petit cas tout à l'heure aussi, etc., etc. Et évidemment, les communautés arctiques, bon, ça on a tous des photos là-dessus. Alors bon, je ne vais pas vous faire lire tout ça, mais en gros, voilà, vous voyez, ça va vers ça augmente, et quoi qu'on fasse, alors c'est important de dire que quand même, si on prend des résolutions claires dès maintenant, cette hausse, elle sera, ce que je dis tout à l'heure, elle sera moindre que si on ne fait rien, où évidemment, ça va augmenter de manière très forte, s'il vous plaît. Alors, bon, voilà, il y en a, on se doute, donc on s'adapte, les Pays-Bas, ils n'ont pas attendu que la mer monte pour faire de l'infrastructure, mais il y en a d'autres pays aussi, s'il vous plaît. Alors on va voir deux. Donc ça c'est un peu, Kiribati c'est un peu, moi j'ai envie de dire, l'ours polaire du changement climatique. Parce que, bon, on donne toujours cet exemple-là de Kiribati, d'ailleurs, je crois qu'il y a plus de 100 000 habitants. Bon, je ne sais pas pourquoi, 76 000, ça doit être sur l'île principale. Mais finalement, alors déjà, bon, il y a des érosions. Alors on voit toujours la même site des Kiribati qui a les pieds dans l'eau. Mais finalement, bon, c'est de toute manière, les atolls coralliens, ils évoluent, l'augmentation du niveau de l'avion ou pas. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'on s'est focus là-dedans, parce que on voit toujours ces jolies femmes avec des fleurs dans les cheveux, on se dit, mon Dieu, elles vont disparaître. Mais l'enjeu, c'est dramatique, mais l'enjeu peut-être, il est, bon, c'est peut-être dans des pays comme le Bangladesh, où là, vous avez 164 millions d'habitants, et 50% de la superficie du pays serait inondée si le niveau montait d'1 mètre. Alors il faut savoir que cette population, dont on parlait tout à l'heure, où elle va aller. Et à côté, elle va aller, à côté il y a l'Inde. Et l'Inde, c'est peut-être la frontière la plus militarisée et meurtrière de la planète aujourd'hui, puisque sur 4000 km il y a un mur, on n'en parle pas beaucoup, mais là, on se doute bien qu'ils ne vont pas ouvrir les portes à ces millions de Bangladeshois, je ne sais pas si je le dis comme ça, qui vont forcément affluer. Donc là, il y a un véritable enjeu. Alors, on le connaît aussi, construire des ligues, mais ça va... Voilà, le risque il est là, on en a parlé tout à l'heure, enfin je pense que dans toutes les présentations on en parle, mais c'est un vrai problème. Alors on retrouve notre ours blanc.
quand je parlais d'adaptabilité, alors c'est très étonnant. Alors on sait que bon, l'ours blanc il perd son écosystème de choix, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'ours blanc, ben, il a aussi une capacité d'adaptation assez importante. Alors c'est compliqué, même la population d'ours blanc, on ne sait pas trop si elle est stable, si elle diminue, si elle augmente, voilà, on entend de tout. Mais, parce qu'il y a des zones où on n'arrive pas à les compter les ours blancs, on ne sait pas trop, mais enfin en tout cas, voilà, une photo d'ours blanc, et nous, chaque fois qu'on envoie dans le Guide de Students on Ice, c'est un programme scolaire des étudiants en Arctique, ben, ils reviennent avec des ours blancs sur la pelouse. Et voilà, donc un ours blanc, ben, c'est le même gène que l'ours brun, donc il mange des fruits, il mange des œufs, bon, il s'adapte, et même il brunit. Hein. Il commence à brunir, puisque ça dit aussi un peu de glace, autant brunir, puisque c'est le même gène que l'ours brun. Donc là, je reviens à mes premiers amours, mais vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on parle d'adaptation. Vous vous souvenez tous de l'éruption de... ça c'est le long cours, en mars 2010, du fameux volcan au sud de l'Islande. Ce volcan, pendant 4-5 jours, il a cloué tous les avions au sol. Donc rien que la perte économique des compagnies aériennes, c'était 1,7 milliard d'euros. Et là, on ne compte pas toute la perte, les autres pertes économiques. Donc c'est pour dire qu'on est dans une société qui est tellement tendue, sur laquelle on essaie toujours d'avoir le maximum de profit, que finalement, cette adaptabilité, ben, on l'a plus tellement. Il faut savoir que ce volcan, il n'a rien d'extraordinaire, hein, parce qu'il y avait un autre volcan en 1783 en Islande, qui est le Laki, on dit le volcan de la Révolution française, parce qu'il a émis donc, pendant beaucoup plus de temps des nuages de fumée, et il a changé la météorologie, ça change très très vite, hein, dès que le soleil est un peu caché. Et on dit, alors, il y a un débat là-dessus, mais on dit qu'il a contribué à la Révolution française, puisque évidemment il y a des récoltes qui ont été catastrophiques quelques années après, etc. etc. Donc, c'est surtout les Islandais qui disent que c'est la Révolution française, ça les arrange, et les géologues aussi aiment bien. Bon. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau impact, sur la météo et sur le temps, c'est sûr que ça a été important. Et donc voilà, oui, et là maintenant on se dit, mais que faire? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la solastalgie. Alors ça, il n'y a peut-être pas de psy dans la salle. Il y en a une qui va intervenir tout à l'heure, enfin du moins une philosophe. Un philosophe. Bon, je ne sais pas si donc ça, c'est un problème qu'on a surtout chez les jeunes, de plus en plus. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la dépression verte ou l'éco-anxiété. En fait, ils se disent, mais mon Dieu, on a cette planète fantastique, on est en train de la perdre, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces jeunes, ils se disent, mais il n'y a pas d'avenir. Et donc, ils tombent dans une forme de dépression. Donc, et pourtant, les solutions, on les connaît. Alors, on les connaît, ça c'est pas... Ça, c'est nos experts qui nous le disent, il faudrait très rapidement réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. 2030, c'est rapidement, c'est demain. Donc, voilà. Hein, on sait que par rapport à l'accord de Paris, où déjà la sonnette d'alarme avait été tirée, on ne va pas vers ça, malheureusement. Mais bon, encore 10 ans pour changer, hein, il y a quand même des choses positives qui émergent et on peut y croire que tout d'un coup, une prise de conscience globale pour réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre. Alors, une chose, et ça, nous, la Fondation, on est particulièrement actifs là-dessus, c'est renforcer les écosystèmes qui, c'est une des solutions, qui capturent le carbone, et en même temps, qui aussi protègent des coups de mer, voire même des tsunamis, etc. Donc, ça, notamment pour les récifs coralliens, pour les mangroves, tout ça, sur une époque, on l'a un peu pris par-dessus la jambe, et donc, voilà, il y a une destruction, et maintenant on commence à replanter ces écosystèmes, enfin, de mangroves en tout cas, pour les coraux, on essaie de faire ce qu'on peut, malheureusement, ils sont plutôt dans une phase de blanchissement. C'est vous qui avez Et voilà, et donc, oui, puisque Monaco a été coprésident de l'ICRI sur les coraux c'était l'année dernière. Donc l'ICRI, c'est l'International Coral Reef Initiative, on essaie de trouver des solutions justement pour face à ce blanchissement, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut politiquement agir.
Et évidemment, et au-dessus, vous avez reconnu les non-posidonies, qui sont évidemment aussi un puits de carbone important, et qu'il est nécessaire de protéger et de faire, donc, de prendre des actions, notamment pour le mouillage, l'iote et tout ça. Enfin, voilà, donc on a conscience maintenant, et c'est important, c'est une solution contre le changement climatique, de préserver ces écosystèmes. Après, on peut dire, mais nous, tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bon, là, je vais passer très vite, mais enfin, si pour les vacances, on peut éviter de partir au bout de la planète, c'est pas mal. Prendre ces ferries qui sont quand même, c'est pas terrible. Nous, à Monaco, on en a quelques-uns, Nice aussi, à Marseille, on n'en parle pas, mais enfin, la population commence à dire qu'ils en ont marre. Aussi même au niveau de notre consommation, on n'est pas obligé de manger des baleines qui viennent de l'autre bout de la planète. Et donc c'est en fait, et la viande, on n'en parle pas, enfin pas de l'autre bout de la planète, mais on sait que, bon, voilà, c'est du soja, c'est de la déforestation, donc ça participe au changement climatique. On n'est pas non plus obligé d'aller en vacances au bout de la planète alors qu'on a une région tellement belle juste à côté, et on peut presque y aller en vélo. Donc c'est penser carbone. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, ce que tout le monde peut faire, c'est penser carbone. Après, les jeunes, on peut les inciter aussi à agir. Bon, alors évidemment, vous la reconnaissez, vous avez vu qu'on a un peu participé, puisqu'elle est allée à la journée aux Nations Unies, à la journée de l'environnement aux Nations Unies, en bateau. Bon, alors, tout le monde ne peut pas prendre un bateau comme ça pour aller à New York. Mais voilà, mais en tout cas, derrière, il y a des milliers, des millions de jeunes qui suivent. Alors évidemment, elle s'est critiquée, bon, mais en tout cas, elle est là, et on sent qu'il y a une vraie dynamique de la part de la jeunesse, il y a de l'espace, et voilà, ils peuvent tous s'engager dans des associations, ils peuvent tous faire des choses. On voit que, même dans les associations à Monaco, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, et moi je trouve que ça c'est réjouissant. Donc, moi je le vois avec mes enfants, c'est vrai que l'impact qu'elle a, c'est pas tellement ce qu'elle dit, c'est plutôt l'exemple qu'elle donne. Et oui. Et là, c'est vrai que c'est vachement. Moi, mes enfants, ils sont tous en train de me dire faut faire ci, faut faire ça. Oui, voilà, il faut faire ci, faut faire ça. Ça, c'est vrai que c'est peut-être quand on sera plus loin, ils s'engageront. Et c'est ça, et c'est comme ça que ça changera. De toute manière, les politiques, ils ne changeront pas. Il faut que ça vienne de la base. Si les gens. Le politique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être élu. Ouais. Il est élu par qui? Par les gens qui sont en dessous. Et donc, si les gens en dessous, ils ont pris conscience, ils s'engagent, ils veulent que ça change, le politique, il changera. Oui. C'est tout. Donc voilà, c'est très bien, il faut arrêter de me tirer dessus et c'est parfait. Ça y est, j'ai passé. Voilà, c'est la dernière. Voilà, je ne veux pas vous excuser. Alors, elle a fait de 2 minutes et demie, mais vous, si vous voulez, on peut. C'est pour la géo-ingénierie, mais il n'y a pas de son là, tout bien. Il est faible. Il est faible. Bon, alors, on laisse passer. Voilà, la géo-ingénierie, c'est en 2 mots, hein, c'est juste. Si jamais on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à réduire nos émissions, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a des tas de chimie, de mouvements qu'on peut faire, d'opérations d'ingénieurs qui peuvent être c'est un peu l'apprenti sorcier. Donc c'est vraiment la dernière limite quand on fera des choses comme mettre des petits miroirs dans le ciel pour réfléchir à la lumière ou des mousses sur la surface de la mer pour qu'elle évite de se réchauffer. Bon bref, donc voilà, pour finir, on retrouve notre ours polaire qui dit complet parce que bon, il n'a pas envie d'aider l'homme qui est responsable de cette situation. Merci. Merci, bravo.